La Turquie, un acteur incontournable, et pourquoi? C'est tout de suite avec Didier Billion. Vous êtes sur une RCF et vous écoutez l'Europoker avec Damien Dupont à la réalisation et Michel Marois au micro. Notre invité aujourd'hui est Didier Billion, politologue et directeur adjoint de l'IRIS. L'IRIS, c'est un think tank français dédié aux relations internationales et d'ailleurs dirigé par Pascal Boniface. Et vous, monsieur Billion, vous êtes un spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. Bonjour, monsieur Billion. Bonjour. Vous publiez aux éditions Erol La Turquie, un partenaire incontournable. Alors, nous allons essayer de répondre à plusieurs questions. D'abord, pourquoi la Turquie est un partenaire incontournable, mais aussi qui est M. Erdogan, quel est l'avenir pour lui et son parti aux élections législatives et présidentielles en 2023, quel est l'état de l'économie turque, le discours nationaliste turc va-t-il gagner ou bien va-t-il perdre les élections, l'inflation galopante de la Turquie aura-t-elle raison de M. Erdogan? Et enfin, quel rôle de médiateur pour la Turquie dans le conflit ukrainien? Alors peut-être un premier mot sur la position géographique de la Turquie, qui lui donne un avantage à la fois sur la mer Noire et la mer Méditerranée, et qui voisine avec combien de pays? Oui, c'est une question très importante que vous posez parce qu'il faut toujours replacer dans le contexte. La Turquie, c'est déjà un pays qui est assez grand puisque c'est presque 800 000 km². Alors, c'est un chiffre abstrait, mais disons que ça fait en gros 1,5 fois la superficie de la France. Deuxièmement, c'est un pays qui a quand même 84 millions d'habitants. Donc, c'est un pays très important aussi du point de vue démographique. Et ses voisins sont nombreux puisque si on part du nord-est de la Turquie dans le sens des aiguilles d'une montre, on va avoir une frontière avec la Géorgie, avec l'Arménie, avec l'Iran, avec l'Irak, avec la Syrie, avec la Grèce et avec la Bulgarie. Donc évidemment, quand on énumère ses voisins, on comprend assez aisément que les diplomates turcs ont beaucoup de boulot, parce que ce sont souvent des voisins compliqués, des voisins qui connaissent des crises, qui connaissent parfois des conflits. Évidemment, tout le monde pense à la Syrie et puis il y a quelques années à l'Irak. Donc la Turquie se trouve dans une zone géopolitique d'une intensité incroyable. Et puis comme vous le rappeliez vous-même, c'est aussi un pays qui est bordé par deux mers, la mer Méditerranée, alors qui implique le voisinage avec la Grèce notamment, qui nous pose la question de Chypre, qui n'est toujours pas résolue. Et puis, bien sûr, alors là, c'est d'une actualité brûlante, c'est un pays qui est baigné dans sa partie nord par la mer Noire, ce qui lui donne évidemment un rôle très important dans le cadre du conflit qui oppose actuellement la Russie et l'Ukraine et la guerre qui existe depuis maintenant plusieurs mois. Donc, c'est un pays qui, d'un point de vue géopolitique, a une importance absolument considérable, qui, je crois, a souvent été sous-estimé par ses partenaires européens, mais il me semble que depuis au moins le début de cette guerre, suite à l'agression russe contre l'Ukraine, chacun s'accorde à considérer, quoi qu'on puisse penser par ailleurs de la Turquie, quoi qu'on puisse penser de son régime politique, quoi qu'on puisse penser de M. Erdogan, chacun, je crois, s'accorde à considérer désormais que la Turquie est véritablement un partenaire incontournable. Bien, alors en fait, la Turquie est un pays important, elle est membre de l'OTAN d'un côté, elle a un accord d'association, donc un accord de partenariat avec l'Union européenne, et en même temps, elle maintient de très bonnes relations avec certains pays du Moyen-Orient. C'est un pays quand même musulman, je pense, à 98%. Et elle a aussi de bonnes relations elle avait de bonnes relations avec l'Ukraine, mais aussi avec la Russie. C'est ce qui fait sa force. On a du mal parfois à comprendre en considérant que la Turquie a un double langage selon les interlocuteurs avec lesquels
elle entretient un dialogue. Je ne partage pas ce point de vue. Je considère que la Turquie est désormais un pays avec lequel il faut compter. C'est un pays qui, au-delà et en dépit de ses turbulences et ses difficultés économiques, on en reparlera probablement un petit peu plus tard, fait quand même partie du G20. Donc c'est une puissance qui compte aussi au niveau économique. Et puis surtout, et ça je crois que c'est très important, je crois que désormais c'est un pays qui a pris conscience de sa puissance potentielle. Ce qui est assez nouveau. Il y a 10 ou 15 ans, ce n'était pas le cas. Eh bien aujourd'hui, la Turquie, ses dirigeants, mais aussi les citoyens turcs, comprennent que leur pays compte. Alors, un pays qui compte, quel qu'il soit, c'est un pays qui doit s'adresser à des partenaires ou à des interlocuteurs de différentes régions géographiques. Vous vous rappeliez son appartenance à l'OTAN, vous rappeliez qu'il y a un processus de négociation, alors qui ne se porte pas au mieux, il est vrai, mais néanmoins, des jurés, il existe toujours avec l'Union européenne, mais c'est aussi bien sûr un pays qui entretient des relations avec nombre de pays de la région moyenne-orientale. C'est un pays qui entretient des relations évidemment assez suivies avec la Chine. C'est un pays qui, vous l'avez rappelé aussi, avait, avant les débuts de la guerre, de très bonnes relations pour des raisons différentes avec l'Ukraine et avec la Russie. Donc c'est un pays qui aujourd'hui, je dis toujours, a une diplomatie à 360 degrés. Et ça, qu'on le veuille ou pas, c'est une donnée structurelle. La Turquie ne reviendra probablement pas en arrière. Je vais vous citer un autre exemple qui est souvent méconnu, c'est le déploiement de la Turquie sur le continent africain. C'est très nouveau. En une vingtaine d'années, le nombre d'ambassades turques s'est multiplié par 4. Donc il y a une volonté, un volontarisme turc même, de déploiement politique, économique, voire militaire sur le continent africain. C'est très révélateur de cette volonté turque de peser sur le champ des relations internationales et de considérer qu'il y a une place. Alors cela induit parfois des turbulences, des difficultés, parce que nous étions habitués à avoir une Turquie qui était un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais le petit doigt sur la couture du pantalon devant les exigences occidentales. C'est terminé cette époque-là, c'est totalement terminé. Mais vous savez, la Turquie fait partie de ces pays, il y en a bien d'autres, qui désormais se sont autonomisés. C'est-à-dire que nombre de pays, sur tous les continents d'ailleurs, ce sont des pays qui ne sont plus sous la tutelle des Occidentaux. C'est une donnée vraiment essentielle du nouveau champ des relations internationales, je le crois. C'est ce qu'on appelle communément la désoccidentalisation du monde. Bon, c'est un mot un peu valise, mais enfin, il indique assez bien ce que l'on veut, ce que l'on entend par là. Et la Turquie est un exemple assez limpide de ce processus en cours, dont d'ailleurs nul ne sait précisément jusqu'où il va aller, mais les derniers mois, à l'occasion de ce terrible conflit en Ukraine, c'est assez révélateur. Vous avez beaucoup de pays membres de l'ONU qui se sont abstenus sur les résolutions proposées par l'ONU condamnant la Russie. Et puis, vous avez aussi des pays qu'on appelle les pays du Sud qui ont voté la condamnation, mais qui n'appliquent pas les sanctions à l'encontre de la Russie. Et c'est très symptomatique de cette volonté des pays, de nombreux pays à travers le monde, de ne plus être sous la tutelle de personne et de décider en fonction de ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts nationaux. Et si je reviens à la Turquie, bah oui, nous avons un parfait exemple de ce processus et la Turquie a multiplié, diversifié ses partenaires et ses interlocuteurs, et ce qui la rend là aussi tout à fait incontournable dans le champ des relations internationales. Et il n'applique d'ailleurs pas les sanctions, hein, donc la Turquie. Mais absolument. En fait, il y a, je dirais, une autonomisation et puis une reprise de puissance. On parle d'ailleurs de la, pour M. Erdogan, de reprendre la puissance ottomane, hein, parce que la Turquie, c'était la Sublime Porte était un acteur important il y a quelques siècles. Alors, oui. Oui, il y a à la fois la volonté de garder un pied dans l'alliance défensive de l'OTAN auquel elle ne veut probablement pas renoncer, parce que c'est une protection, la volonté de garder ce partenariat économique très fort avec l'Union européenne, et en même temps de jouer sa propre carte. C'est absolument ça.
Deux remarques, si vous me le permettez. Il y a un terme qui souvent apparaît dans les débats, dans les articles de presse, sur le néo-ottomanisme de la Turquie en matière de politique extérieure. Honnêtement, je n'ai jamais été d'accord avec cette caractérisation de la politique extérieure de la Turquie. Je sais très bien que dans de nombreux discours, le président turc, M. Erdogan, a fait et continue à faire des références au glorieux Empire ottoman, à cette époque formidable où l'Empire ottoman avait une puissance considérable. Ça, c'est une réalité. Il fait ces références. Mais la politique extérieure de la Turquie, comme pour tout autre pays, a de fortes contingences. Et si les termes ont eu un sens, alors il faut être très précis. Je m'explique. Néo-ottomanisme, ça voudrait dire en d'autres termes que la Turquie développe une sorte de politique impériale. Or, c'est quoi une politique impériale ? Que ce soit l'Empire romain, que ce soit l'Empire napoléonien et bien d'autres, les empires, structurellement, ne peuvent fonctionner que par expansion territoriale. C'est le propre, la définition, entre autres, il y a d'autres aspects bien sûr, mais de ce qu'est un empire. Et les empires ont toujours fonctionné ainsi, c'est-à-dire ils s'étendent, ils s'étendent, ils s'étendent, jusqu'à parvenir à leur apogée, puis il y a un point où ils ne peuvent plus aller plus loin, et alors on constate qu'ils se rétractent peu à peu. Et ce fut d'ailleurs, au demeurant, le cas de l'Empire ottoman en son temps. Aujourd'hui, est-ce que raisonnablement on peut considérer que Erdogan a une politique expansionniste ? Non, je ne le crois pas. Est-ce qu'il y a une volonté de sa part de modifier les frontières ? Non, je ne le crois pas. Mais est-ce que la Turquie a une politique d'influence ? Alors oui, absolument oui. On a évoqué précédemment l'Afrique, on a évoqué la multiplication des accords politiques et économiques avec de nombreux pays. Oui, ça c'est incontestable. Mais voyez, je crois qu'il faut être prudent quand on utilise des termes du type expansionnisme, du type néo-ottomanisme, parce que cela ne correspond pas à la réalité. Très bien. Deuxième aspect, c'est, alors là, je suis radicalement d'accord avec ce que vous évoquiez, c'est la question de l'OTAN. C'est très important. La Turquie est entrée dans l'OTAN en 1952, donc il y a quelques lustres, il y a quelques décennies. Et j'ai entendu, mais c'était avant le début de la guerre en Ukraine, beaucoup de commentateurs ou d'analystes qui expliquaient que, à terme, la Turquie allait sortir de l'OTAN et que même certains membres de l'OTAN la pousseraient un peu dehors. Je n'ai jamais été convaincu par cela et je l'explique, j'espère, assez clairement dans mon bouquin que vous avez eu la gentillesse de mentionner, la Turquie, un partenaire incontournable. Ce livre a été écrit bien avant les débuts de la guerre en Ukraine parce que je crois que vous avez utilisé l'expression l'OTAN est une assurance sécurité pour la Turquie. Ben, c'est exactement cela. C'est que malgré les divergences que la Turquie a pu avoir avec tel ou tel membre de l'OTAN, il y a eu des divergences, par exemple avec les États-Unis, par exemple avec la France. Néanmoins, et en dépit de cela, la Turquie considère que l'OTAN est sa meilleure assurance sécurité. Personne d'autre, à ce stade, en tout cas cela évoluera peut-être dans les années à venir, nous verrons bien, mais à ce stade, personne ne peut lui offrir autant de garanties de sécurité. À l'époque, avant la guerre en Ukraine, certains avaient dit il va y avoir un rapprochement de plus en plus fort avec la Russie. Chacun comprend que depuis le 24 février, cela ne sera pas le cas. Est-ce que la Chine pourrait remplacer l'OTAN ? Bien évidemment pas. Donc, en réalité, la Turquie reste dans le cadre de ses alliances traditionnelles. Alors, à l'OTAN, bien sûr, le partenariat avec l'Union européenne, même si celui-ci est très compliqué, bien évidemment. Ce n'est pas exclusif de développer des partenariats avec d'autres pays, avec d'autres parties du monde, mais je pense que la Turquie reste un pays qui est marqué par ses alliances avec des puissances occidentales, même si elles se diversifient, mais c'est très important à rappeler, et je crois qu'il ne faut jamais prendre ses désirs pour des réalités. Certains auraient vu d'un bon œil l'éloignement de la Turquie des alliances occidentales. Je crois qu'il n'en sera rien avant de nombreuses années. Encore une fois, moi je ne suis pas Madame Soleil. Ce qui se passera dans 10, 20, 30, 40 ans, je n'en sais rien. L'Europoque, Michel Marois au micro, et notre invité aujourd'hui, c'est Didier Billion, le directeur adjoint de l'IRIS, et nous parlons de la Turquie. Alors,
l'économie turque, comment va-t-elle? Il y a beaucoup d'inflation en Turquie. L'économie turque va très mal. Ça, c'est une certitude. Alors évidemment, ce qui est le plus marquant, c'est l'inflation. Les chiffres officiels, je dis bien officiels, c'est autour de 85% d'inflation sur les 12 derniers mois en glissement annuel. Je pense qu'en réalité, le taux d'inflation est un peu plus important, malheureusement. C'est probablement autour de 100%, plus ou moins 100%. Alors, quand en Europe occidentale, on se plaint, à juste titre, au demeurant, d'avoir un taux d'inflation de 6-7%, vous imaginez que pour les citoyens turcs, les fins de mois sont souvent très difficiles, très compliquées, y compris d'ailleurs, alors pour les catégories les plus pauvres, cela va de soi, mais y compris pour les classes moyennes, voire les classes moyennes supérieures. Moi, j'étais en Turquie il y a quelques semaines. Je discutais avec des amis journalistes, des amis universitaires, donc les classes moyennes dites supérieures, entre guillemets, et eux-mêmes me disaient que les fins de mois étaient un peu compliquées. Donc ça touche, cette situation économique touche une très grande partie de la population turque. Mais alors ce qui est paradoxal et un peu compliqué à saisir, c'est que malgré ces difficultés inflationnistes, ô combien, eh bien vous avez un taux de croissance qui est d'environ 6-7%. Donc, on a un double phénomène, c'est-à-dire que l'économie turque, en dépit de ces très grandes difficultés, n'est pas une économie à genoux. Ce n'est pas le cas, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'en réalité, au-delà des questions inflationnistes, qui est le défi le plus important aujourd'hui, bien sûr, c'est un problème structurel. Parce que la Turquie, je le disais tout à l'heure, elle fait partie du G20. Donc, c'est pas une économie à la dérive, comme on peut connaître dans d'autres endroits du monde. C'était une économie qui possède un tissu industriel incontestable. C'est un pays qui possède une main-d'œuvre qualifiée, tout le monde le reconnaît, mais c'est un pays qui a basé sa croissance économique depuis une vingtaine d'années sur un secteur privilégié qui est le BTP, le bâtiment, les infrastructures publiques. Alors très bien, ce fut une nécessité, mais chacun comprend que dans une économie mondialisée, le véritable défi structurel de la Turquie pour les années à venir, c'est de savoir se hisser au niveau de la mise en œuvre d'industries à forte valeur ajoutée. S'ils veulent être concurrentiels dans cette économie mondialisée, il faut qu'ils fassent porter l'effort sur cet aspect. Un pays qui ne se contenterait que du BTP, des bâtiments et des transports publics, ne pourra rester dans le G20, c'est une évidence. Donc, au-delà de la conjoncture économique qui est mauvaise, clairement, et qui va avoir des conséquences politiques lors des échéances électorales de l'année prochaine, il y a un problème beaucoup plus profond, beaucoup plus important et beaucoup plus compliqué à résoudre en réalité, c'est le changement de cap, la modification structurelle de l'économie pour enfin se hisser au niveau de production industrielle à forte valeur ajoutée qui pourront rendre la Turquie encore plus concurrentielle au niveau international. Je crois que c'est ça le véritable défi et on n'en parle pas suffisamment souvent. Et est-ce que l'État turc, est-ce qu'il y a l'équivalent d'un MITI ou d'une politique industrielle au niveau de l'État, ou bien ce sont les grands groupes Stambouliote et autres qui mènent la danse pour changer la structure de l'économie? Oui, vous avez raison. Non, il y a aucune structure type MITI parce que il y a eu un phénomène en Turquie, mais alors évidemment comme dans de nombreux autres pays, le libéralisme économique à tout crin, la loi du marché sans rivage, ce que j'appellerais moi une sorte de folie dérégulationniste a frappé en Turquie. C'est-à-dire que le libéralisme a été érigé en système avant même le fait que l'AKP, le parti de M. Erdogan, arrive au pouvoir. C'était déjà un phénomène à l'œuvre, mais les dirigeants de l'AKP, à ce niveau-là, au niveau économique, se sont parfaitement moulés dans cette perspective dérégulationniste, et donc il n'y a aucune structure, ou quasiment aucune structure, qui permet de réguler, d'organiser, de planifier l'économie. Alors, sauf en ce qui concerne la construction des infrastructures.
Il est étonnant de constater en Turquie, quand on s'y rend régulièrement, de voir que les infrastructures routières, par exemple, en partie ferroviaires, largement au niveau aérien, on sait que la volonté du gouvernement, c'est de faire de Istanbul un hub aérien de première importance. Le nouvel aéroport d'Istanbul est absolument énorme, colossal, et très bien organisé au demeurant. Je ne suis pas certain qu'il corresponde aux besoins actuels en termes de transport aérien de la Turquie, mais il le sera sûrement dans les années à venir. Donc il y a eu là une forme d'anticipation. Donc au niveau des infrastructures, oui, il y a quand même eu un rôle de l'État, mais c'est le seul secteur économique où l'État s'est imposé. Pour le reste, effectivement, ce sont les grands groupes industriels, plutôt basés à Istanbul, comme vous dites, parce que la Turquie a cette particularité où il y a deux capitales de facto. Il y a la capitale politique qui est Ankara, où siège le Parlement, où se trouvent les sièges des partis politiques, puis vous avez Istanbul qui est la capitale économique et culturelle, bien évidemment. Donc il y a une sorte de duopole en Turquie, mais enfin qui fonctionne pas trop mal. En tout cas, les grands groupes industriels qui sont eux-mêmes mondialisés ont leur siège tous à Istanbul. Notre invité aujourd'hui dans l'Europe au cœur, c'est Didier Billion et nous parlons de la Turquie. Alors on va parler maintenant du changement politique. Oui, en 2023, il y a des élections, mais quand est-ce que l'AKP arrive au pouvoir? Il y a une quinzaine d'années, plus ou moins. Alors, non, ça fait 20 ans. On a commémoré les 20 ans de l'accession de l'AKP au mois de novembre 2022. Donc, ils sont arrivés la première fois au pouvoir en novembre 2002. Et depuis lors, j'ai fait le compte, il y a eu 14 élections en Turquie. Alors, c'est des élections municipales, législatives, présidentielles. Il y a même eu des référendums qui ont été organisés. Et à 14 reprises, l'AKP a remporté une nette victoire. Donc, c'est un parti qui était tout jeune quand il est parvenu au pouvoir en 2002, puisque l'AKP a été formellement constitué, proclamé en 2001. L'année précédant son accession au pouvoir. Et depuis lors, c'est un parti qui s'est véritablement implanté dans toutes les sphères de la société turque, dans toutes les régions de la Turquie. Donc c'est un parti évidemment très, très, très important. C'est le parti pivot de toute la vie politique depuis maintenant une vingtaine d'années. Sauf que, et c'est là le grand défi pour l'AKP, qui signifie au passage le parti de la justice et du développement, hein, c'est la signification de cet acronyme, les prochaines élections législatives et présidentielles qui vont se tenir à la fin du printemps 2023, donc dans 6 mois environ, ne se présentent plus là sous les meilleurs auspices. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'électorat fidèle de l'AKP jusqu'alors, votait pour ce parti en raison des bons résultats économiques qui ont été réels, incontestablement, notamment les 10 premières années du pouvoir de l'AKP ont été ponctuées par des succès économiques extrêmement impressionnant, puisqu'à l'époque, le taux de croissance était de 9-10%. C'était le premier taux de croissance des pays de l'OCDE, et de loin. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On a évoqué précédemment les difficultés économiques, l'inflation, le chômage, bien évidemment. Et il est clair qu'une partie de ceux et de celles qui votaient traditionnellement pour l'AKP depuis une vingtaine d'années voteront très probablement pour d'autres partis lors de ces prochaines échéances électorales. Donc là, il y a une véritable difficulté pour ce parti. Je crois que le parti de M. Erdogan a mangé son pain blanc et que l'avenir va être un petit peu plus compliqué. Et pour mémoire, je me permettrai brièvement de rappeler que lors des dernières élections municipales, il y a 3 ans et demi maintenant, en Turquie, les 2 principales villes du pays, c'est-à-dire Ankara et Istanbul, sont passées aux mains de l'opposition. Or, dans les grandes villes comme Istanbul et Ankara, ce sont les classes moyennes qui se retrouvent là principalement, et c'est un indicateur de sociologie électorale très important, dont il faut avoir cela en tête pour les prochaines,
qu'une bonne partie des classes moyennes s'est dissociée de l'AKP en raison des questions économiques. Alors, je ne fais pas de pronostic, je resterai très prudent. Tous les sondages d'opinion, depuis maintenant plusieurs mois, donnent une sorte de coude à coude entre le parti de M. Erdogan et une coalition électorale qui est en train de se mettre en place des partis de l'opposition, mais à ce stade, rien n'est joué. Il serait bien présomptueux de faire des pronostics, et je pense que d'ici le mois de... on n'a pas encore la date exacte des prochaines élections législatives et présidentielles, ce sera certainement au cours du mois de juin prochain, mais d'ici le mois de juin, il y a beaucoup d'eau qui vont couler sous les ponts du Bosphore, donc soyons prudents, suivons les évolutions. Pour l'instant, tous ces sondages donnent une sorte d'égalité entre le parti de M. Erdogan et la coalition de l'opposition. Alors la coalition, elle regroupe tous les partis d'opposition ? Alors non, vous avez actuellement dans cette coalition qui s'est constituée au mois de février dernier, vous avez 6 partis. 6 partis. Mais ce sont les partis principaux d'opposition. Absolument, tout à fait. Voilà, donc il y a... Mais c'est très... Pardon. C'est négligeable alors, enfin c'est pas négligeable, mais c'est pas, ça regroupe les principaux partis d'opposition. Il y a vraiment un bloc contre l'AKP, quoi. Oui. Alors avec une petite nuance néanmoins, c'est que on retrouve dans ces 6 partis les plus importants qui sont déjà représentés au Parlement. Puis vous avez dans ces 6 partis de petits partis qui existent aussi. Le problème de cette coalition, c'est que c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Ah. Vous avez dans cette opposition, par exemple, en termes économiques, des étatistes, puis vous avez des libéraux à tout point. Vous avez un petit parti islamiste. Vous avez un parti radicalement laïciste. Donc, vous voyez, ils ne sont pas parvenus à ce moment à présenter une plateforme, un programme commun. On me dit que probablement ce programme va être publié au mois soit à la fin du mois de décembre, soit au début du mois de janvier. Donc, c'est une question de semaines maintenant. Et puis surtout, ils n'ont toujours pas désigné qui pourrait être le candidat. Le grand champion. Comment ? Le grand champion qui va défier M. Erdogan. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mais alors, là où je voudrais apporter une nuance, mais qui est très importante, c'est que vous avez un autre parti sur le champ politique turc qui s'appelle le HDP. C'est le Parti démocratique des peuples, c'est le parti kurdiste. C'est un parti qui initialement représentait les intérêts des citoyens turcs d'origine kurde. Or, ce parti qui actuellement est dans une mauvaise situation parce que soumis à une répression assez terrible de la part du gouvernement, avec de nombreux de ses cadres qui sont en prison, notamment, ce parti, lors des dernières échéances électorales, représentait environ 10 à 12% des suffrages. Donc c'est un parti charnière. Pour l'instant, il ne fait pas partie de la coalition, parce que sur la question kurde, ces partis d'opposition sont eux-mêmes divisés entre eux, et que le Parti démocratique des peuples ne veut donc pas en faire partie. Mais clairement, je considère que ce parti, c'est un peu le faiseur de roi. C'est-à-dire que de son attitude dans les prochains mois, eh bien, pourra dépendre le résultat des élections, notamment présidentielles. Est-ce qu'ils seront dans une logique du tout sauf Erdogan? Vont-ils eux-mêmes présenter leur candidat? Nul ne le sait à ce stade, mais c'est très important. Alors oui, c'est un parti qui fait 10-12% environ aux dernières élections, mais qui sera un parti absolument essentiel pour le résultat final des élections du mois de juin prochain. L'Europe au cœur, notre invité, c'est Didier Billion, et nous parlons toujours de la Turquie. Bon, alors peut-être encore un mot sur l'AKP. Alors l'AKP, c'est un parti assez nationaliste, du moins le discours de M. Erdogan est assez nationaliste. Et puis, est-ce qu'il a vraiment un fondement musulman? Oui, par rapport au kémalisme, pour réintroduire cette notion musulmane, mais dans quelle mesure? Et est-ce qu'il est le seul à incarner cette implantation musulmane? Alors, tout d'abord, je pense que vous avez raison de parler du nationalisme. Je crois, malheureusement, de mon point de vue, que c'est très certainement la caractéristique de presque tous les partis turcs. Les partis turcs, mis à part le Parti démocratique des peuples,
sont des partis nationalistes. Le nationalisme est véritablement ce qui structure une bonne partie de la vie politique. Et M. Erdogan, quand il est parvenu au pouvoir, donc il y a une vingtaine d'années, avait expliqué qu'il ne serait jamais nationaliste, que ce qui était important pour lui, c'était la fraternité des peuples, et notamment des peuples musulmans. Il a bien évolué depuis lors, parce que on pourrait multiplier, et je pourrais vous donner des dizaines d'exemples de discours, de prise de position de M. Erdogan, qui sont d'un nationalisme obtus, de mon point de vue en tout cas. Et alors on le voit très bien ces derniers jours, à propos de la question kurde, des bombardements qui sont initiés par l'armée turque contre des bases kurdes du nord de la Syrie et du nord de l'Irak, et c'est accompagné par des discours d'un nationalisme, à mon avis, outrancier de la part de Erdogan. Mais j'insiste sur un point, c'est que la plupart des autres partis se situent dans un même logiciel nationaliste turc. Et d'ailleurs, au passage, nous avons évoqué la coalition des 6 partis de l'opposition, mais faut-il aussi préciser que M. Erdogan, le parti de M. Erdogan, est lui-même en coalition avec un deuxième parti, qui s'appelle le Parti de l'Action nationaliste, tout un programme, qui est un parti que je qualifierais pour ma part d'extrême droite, qui est un parti nationaliste, clairement, quasiment xénophobe par certaines de ses déclarations, et qui est en alliance depuis maintenant plusieurs années avec le parti de M. Erdogan. Donc, on parle souvent de l'islamisme en Turquie, et ce n'est pas un mince problème, et il faut l'analyser. Et par contre, je ne crois pas que l'islamisme soit le défi principal en termes politiques que doit affronter la société turque. Je pense véritablement que la question du nationalisme est une préoccupation importante, et malheureusement, vous avez une partie de l'électorat qui peut être séduit par des thèses nationalistes. Et quand M. Erdogan renchérit par ses discours en raidissant l'aspect nationaliste de ses déclarations, clairement, il le fait pour séduire une partie de l'électorat qu'il a perdu. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'il exacerbe la polarisation qui existe dans la société turque. Et là, il joue un jeu dangereux. Ça sera un des aspects incontestablement de la campagne électorale dans l'avenir. Je crains vraiment qu'il y ait une sorte de surenchère nationaliste de la part de tous les grands partis et des 2 coalitions qui vont s'affronter. Mais il y a en fait dans la société turque quand même une polarisation entre des gens, je dirais qui sont issus du kémalisme et de la laïcité d'un côté, et puis peut-être d'une certaine occidentalisation d'un autre côté, et puis une dérive nationaliste. C'est ça la polarisation, ou bien c'est plutôt les campagnes contre les villes? Comment ça se passe? Il y a les 2 aspects. Je crois que, si je puis dire, le génie de Erdogan, c'est un mauvais génie en l'occurrence, c'est que cet homme, quoi qu'on puisse penser de lui, je vais mettre des guillemets à l'expression, c'est un animal politique. C'est un tribun, c'est clair. C'est un tribun, ça c'est clair et net. C'est assez fascinant de le voir. Donc oui, je disais, j'ai assisté à un meeting où M. Erdogan faisait un discours, et c'est assez impressionnant, voire même un peu inquiétant, parce qu'il électrise véritablement son auditoire, ce qui nous rappelle éventuellement de mauvais souvenirs. Mais surtout, plus important, M. Erdogan a parfaitement compris la sociologie de son pays. C'est-à-dire qu'en Turquie, cela nous fait plaisir ou pas, c'est ainsi, vous avez une forte partie de la population qui est très conservatrice, qui est imprégnée par les valeurs traditionnelles, parfois un petit peu rétrogrades, de mon point de vue en tout cas, mais c'est ainsi. C'est le peuple turc qui est ainsi. Et donc, M. Erdogan surfe souvent sur ce conservatisme. Et donc, il a bien compris que pour gagner des élections, c'est ce qu'il fait depuis 20 ans avec des succès à répétition, il fallait aller dans le sens de ce que ressentent ou des aspirations de cette partie très importante, cette partie conservatrice de la population. Et donc, il a polarisé la vie politique en Turquie, mais il l'a polarisée à escient, avec un but, c'est-à-dire de maintenir son électorat. Et donc, on a vu au cours des dernières années
la polarisation entre Turcs et Kurdes, entre sunnites et alévis, qui sont deux branches de l'islam importantes en Turquie, entre les laïcs et ceux qui, au contraire, sont imprégnés de religion. Donc, cette polarisation de la société, elle n'est pas descendue du ciel. C'est un projet politique dangereux, de mon point de vue, mais c'est un projet politique assumé par M. Erdogan. Et évidemment, ça exacerbe toutes les contradictions de la société. Et je crois que ça, c'est aussi un défi. Si l'actuelle opposition, si, je dis bien si, je le souligne de 3 traits, si l'actuelle opposition remportait les prochaines élections, je pense qu'une de ses difficultés et un de ses défis en même temps, ça serait justement de faire baisser cette polarisation de la société qui a été voulue, organisée de façon méthodique par M. Erdogan. Et là, je crois qu'il a fait une faute parce que on ne gagne jamais rien à polariser les conflits, les oppositions qui existent dans une société, quelle qu'elle soit. Erdogan a fait ce choix, ça lui a apporté des résultats électoraux impressionnants, mais en même temps très dangereux pour l'avenir du pays. Donc on en est là, nul ne sait comment cela pourra se dénouer, mais je pense qu'il est de la responsabilité des dirigeants politiques turcs de tenter à l'avenir de faire baisser cette polarisation de la société qui est réelle. Alors j'avais une question d'abord dans le cadre du processus d'élargissement avec la Turquie qui n'est pas suspendu, mais bon, on n'en est pas sorti. Est-ce que la Turquie est un pays stable sur le plan politique? Et 2, au niveau de la démocratie, c'est sûr qu'il y a pas mal d'atteintes aux libertés, notamment à la liberté de la presse en Turquie. Il y a eu les purges après l'attentat il y a quelques années, enfin contre les gulenistes. Mais est-ce que la Turquie est une démocratie stable? Est-ce que cette société civile est encore vivante? Et est-ce que, est-ce qu'il y a un danger pour la démocratie à la turque dans le futur, quoi? Je parle bien de démocratie à la turque. Est-ce que cette démocratie, comme elle est vécue, est menacée par cette polarisation? Oui, enfin, le danger, c'est pas pour l'avenir. C'est d'ores et déjà. C'est comme vous le disiez, c'était pas un attentat, c'était un coup d'État qui, en juillet 2016, dont le pouvoir a accusé les gulenistes d'être les responsables. Bon, ils ont clairement une part de responsabilité, mais je pense que la réalité est un peu plus compliquée. Enfin, peu importe. C'est Mystère Istanbul de Gomme, en fait. Hein. Comment? C'est Mystère et Istanbul de Gomme, comme avait titré Le Canard enchaîné. Ah oui. Bon, et depuis lors, il est évident que le champ des libertés individuelles et collectives s'est considérablement réduit en Turquie, que l'état de droit a été largement fissuré, pour ne pas dire plus. Et je rappelle quand même que suite au coup d'État, vous avez 45% des généraux qui ont été limogés, vous avez de mémoire plus de 20% du corps judiciaire qui a été expurgé, enfin bon, etc. Et puis des milliers d'arrestations d'hommes et de femmes qui se sont retrouvés en prison, pour certains sans trop savoir pourquoi. Moi, je me permettrais de vous citer un exemple. J'ai un très proche ami qui est un des plus célèbres journalistes de Turquie, Kadri Gürsel, qui s'est retrouvé en prison presque une année, accusé d'être à la fois le complice des gulenistes et complice du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Et puis, le jour de son procès, donc après presque 11 mois de prison, le dossier était totalement vide et il a été libéré. Et il y a eu, dans cette situation, des dizaines, voire des centaines de personnes qui étaient en prison, qui y sont restées plusieurs mois et qui finalement ont été libérées puisqu'il n'y avait pas de charge à leur encontre. Bon. Donc, on peut être inquiet. Néanmoins, j'entends souvent certains qui qualifient la Turquie de dictature. Je crois qu'il faut savoir mesure garder. J'évoquais tout à l'heure les élections municipales qui se sont tenues il y a 3 ans et demi et qui ont vu la victoire
à minima, dans beaucoup d'autres villes aussi, mais dans les 2 plus grandes villes du pays, de l'opposition. Est-ce que vous connaissez sérieusement des dictatures à l'intérieur desquelles les 2 principales villes du pays sont aux mains de l'opposition? Évidemment pas. Ça veut dire qu'en dépit de toutes les atteintes aux droits fondamentaux, aux droits politiques, individuels et collectifs, qui sont incontestables et qu'il faut dénoncer, la Turquie est une, comment dirais-je, une autocratie, un régime illibéral, une démocrature. Vous savez, on utilise beaucoup de termes. Oui, ça c'est incontestable, mais ce n'est pas une dictature. Ça veut dire en d'autres termes que la société civile turque n'a pas été vaincue, qu'elle existe, qu'elle vit, qu'elle est dynamique sur toute une série de dossiers. Et je pense notamment aux luttes des femmes qui courageusement s'opposent aux mesures anti-féministes du gouvernement sur différents dossiers, sous différents aspects. Et par exemple, lors des élections, cette société civile se saisit de la possibilité de s'exprimer pour marquer sa désapprobation à l'égard du pouvoir, enfin une partie de la société. Je souligne toujours que les taux de participation électorale sont en général supérieurs à 80%, voire 85%. Ce qui est énorme. Moi, j'en redemanderais pour mon propre pays, parce qu'en France, le taux d'abstention prend des proportions absolument inimaginables et très préoccupantes. Donc, ce que je veux signifier, c'est que cette société civile, elle s'organise, elle combat dans des conditions difficiles, et il faut lui rendre hommage, mais elle n'est pas abattue, elle n'est pas à genoux. Elle a pris des coups, certains de ses responsables sont en prison. Oui, 3 fois oui, c'est une réalité, encore une fois, qu'il faut dénoncer. Mais pour autant, il ne faut pas caricaturer les choses. Alors, évidemment, cette situation pose des difficultés, des problèmes dans la relation à l'Union européenne. Cela va de soi. Je rappelle que les négociations d'adhésion se sont ouvertes en 2005, que depuis lors, elles n'ont pas beaucoup avancé. Mais je crois que, au-delà de la question démocratique, qui est tout à fait essentielle, il y a bien d'autres raisons qui nous font comprendre que la relation avec la Turquie a toujours été un peu compliquée, encore une fois, au-delà même de la question démocratique. Alors peut-être une dernière question que tout le monde se pose dans le cadre du conflit ukrainien. Est-ce que vous croyez à un rôle de médiateur pour la Turquie? Alors on peut peut-être d'abord rappeler qu'elle a joué un rôle de médiateur dans l'affaire dite des céréales. Oui, la Turquie, d'une part, sans aucune ambiguïté, immédiatement a condamné l'agression russe contre l'Ukraine. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. La Turquie, c'est assez symbolique, mais c'est très important, a fermé les détroits du Bosphore et des Dardanelles aux navires de guerre. Dans le cadre de la Convention de Montreux. Absolument. C'est absolument, vous avez raison, la Convention de Montreux de 1936. Donc ça, ce sont des actes forts. Mais je me souviens aussi que dès le mois de mars, début mars, donc 2 ou 3 semaines après le début de la guerre d'agression, lors d'un forum diplomatique qui se tient tous les ans dans la ville d'Antalya, le ministre des Affaires étrangères turc avait réussi, nous étions au mois de mars, à réunir le ministre des Affaires étrangères ukrainien et le ministre des Affaires étrangères russe. Alors évidemment, depuis lors, les choses se sont terriblement envenimées dans cette guerre ignoble. Et la Turquie a su garder le lien et avec Zelensky et avec Poutine. Et Erdogan continue contre vent et marée à discuter avec les deux. Et je pense qu'il a raison. Il a raison. C'est compliqué, c'est difficile. En d'autres termes, et pour revenir à votre question, je crois que la Turquie, à elle seule, évidemment, malheureusement, ne parviendra pas ni à un cessez-le-feu, ni encore moins à un traité de paix. Mais la Turquie sera un des éléments, un des pays indispensables pour parvenir à ce que tout le monde souhaite dans les meilleurs délais, un cessez-le-feu, puis des négociations, puis un traité de paix. Parce que, évidemment, il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit. Il faudra une solution politique et une solution diplomatique. Et tous ceux que j'entends qui m'expliquent, mais on ne discute pas avec Poutine, bah si, il faudra bien discuter à un moment donné avec Poutine ou avec d'autres dirigeants russes, parce que c'est le propre de toute guerre de discuter à un moment donné avec y compris les agresseurs, y compris avec des dictateurs, en l'occurrence Poutine. Et donc Erdogan est sur cette
ligne-là, je crois qu'il le fait plutôt habilement, mais je crois qu'il ne faut pas qu'il se fasse plus important qu'il n'est. Il est important, mais il n'y arrivera pas tout seul, évidemment, à parvenir à cesser le feu et à la paix, mais il sera un des éléments utiles, nécessaires, d'ailleurs reconnu parfaitement par l'OTAN, par l'ONU. Vous évoquiez le traité sur les céréales. On sait que Erdogan s'est personnellement impliqué dans ce dossier des céréales avec l'aide de M. Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Donc c'est très bien ainsi, ça a débloqué un des aspects de ce conflit. Il y en a tellement d'autres à résoudre qu'il faudra se mettre à plusieurs, à nombreux pour parvenir enfin à la fin de la guerre. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci infiniment Didier Billion. Je rappelle que vous publiez aux éditions Erol un livre sur la Turquie, un partenaire incontournable. Et merci à Damien Dupont à la réalisation. À bientôt, chers auditeurs, pour d'autres émissions de l'Europe au cœur sur une RCF.